Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Afterwork de Lorena, le podcast qui vous accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi. Ici, je rencontre, je questionne, je raconte et je tisse des liens entre ce qui nous relie et ce qui nous met en mouvement pour dessiner un monde du travail plus vivant. Merci d'être là et bienvenue dans cet Afterwork. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Afterwork où j'ai le plaisir de recevoir Jonathan. Jonathan, il travaille pour ce qu'on appelle une love brand, c'est-à-dire une entreprise qui apporte vraiment, et là littéralement, de la magie sous forme de poussière de fée. Donc si avec cet indice poussière de fée, vous trouvez où est-ce qu'il travaille, eh ben chapeau. Mais en même temps, c'était assez simple. En effet, il travaille à Disneyland Paris. Disneyland Paris, ça a toujours été un lieu qui a attiré mon attention, autant pour sa féerie que pour ses coulisses vraiment bien gardées. Jonathan, il s'occupe des programmes ambassadeurs pour l'entreprise et c'est vraiment un sujet qu'il connaît bien lui-même parce qu'il a été ambassadeur, mais vraiment ambassadeur avec un grand A. Et donc là, on peut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire un ambassadeur avec un grand A à Disneyland Paris ? Est-ce qu'il y a différents types d'ambassadeurs ? Et comment est-ce qu'on accompagne les transformations finalement de l'entreprise par la parole des collaborateurs ? C'est vraiment toutes ces questions qui ont guidé notre échange avec Jonathan. Et en plus de cela, les transformations, à Disneyland Paris, on a connu une majeure il y a quelques mois avec l'extension du parc et l'ouverture du royaume de la Reine des Neiges. Alors comment faire en sorte que les collaborateurs soient les premiers ambassadeurs de leur marque, de leur entreprise ? Comment trouver le juste équilibre entre liberté d'expression, fierté d'appartenance et confidentialité aussi, faut pas l'oublier. Jonathan nous ouvre les portes et les coulisses d'une entreprise qui cultive depuis plus de 30 ans une culture particulièrement forte, portée par des valeurs, des rituels et une attention particulière à l'expérience collaborateur. Donc un immense merci à Jonathan d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir ouvert les portes de Disneyland Paris. Bonne écoute et restons en contact sur LinkedIn pour poursuivre les échanges ensemble. Alors en tout cas, Jonathan, sache que moi il y a quelque chose, je vais toujours commencer par une introduction de la personne. Et donc, pour t'introduire et raconter qui tu es, et surtout l'entreprise dans laquelle tu travailles, j'ai envie de la faire deviner aux auditeurs. Ok, Ça va ? très bien, let's go. Ok. Alors, tu travailles dans une entreprise qui a fêté ses 34 ans, il n'y a vraiment pas si longtemps, mais 34 ans, c'est presque trompeur. Parce que derrière, en fait, cette entreprise, il y a finalement un univers beaucoup plus vaste et beaucoup plus ancien. C'est un univers qui s'étend partout dans le monde, avec des lieux, des histoires, des personnages. On peut passer de Paris à la Californie, de Tokyo à Shanghai sans vraiment quitter ce même monde. C'est un univers où tout est connecté, où chaque endroit raconte une histoire différente, mais fait partie d'un même rêve. Un rêve qui vient d'un père fondateur, qui est quand même très présent. C'est aussi une entreprise qui rassemble toutes les générations. Tu vois, moi j'ai fait le test autour de moi, avant qu'on se rencontre. Mon frère de 22 ans, ma grand-mère de 85 ans, le fils de 2 ans de ma meilleure amie, et même ma filleule sri-lankaise de 17 ans, tout le monde connaît ce nom, tu vois. Donc oui, ce nom que je vais dire après dépasse les générations et même les frontières. C'est une entreprise qui nous invite à garder notre âme d'enfant et à rêver sa vie en couleur. Alors si là on trouve pas, je peux plus rien faire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc finalement, Jonathan, tu travailles à Disneyland Paris. Tout à fait, Disneyland Paris. Exactement. Et alors là, tu vas me dire, si ton profil est à jour, voilà, notamment sur LinkedIn. Je vais remettre à jour mon profil LinkedIn, du coup. Donc, tu es rentré en 2009. Est-ce que je me trompe ou pas ? 2000, un peu avant. Je suis rentré un peu avant en CDD à Disneyland Paris. C'était pendant les vacances d'été et les week-ends. Et je vendais des hot dogs, en fait, dans le parc Walt Disney Studios à l'époque. Et après, en fait, je suis resté à Disneyland Paris le week-end pendant mes études, où j'étais en attraction, j'ai fait plusieurs attractions. Et en 2009, ça marque mon année en Floride, où j'ai fait une année d'échange à Walt Disney World, dans le pavillon français. Donc, j'ai pas tout à fait tort. On va dire 2009, c'est la première vraie année. Une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Donc, bientôt 17 ans d'aventure, quand même. Hein. Oui. Et donc là, moi, j'étais curieuse, parce que je suis allée regarder quels films d'animation sont sortis en 2009 de Disney. Et il y a eu notamment Là-haut. Là-haut est sorti en 2009. Le Festival de Cannes, d'ailleurs. Ah, c'est vrai ? L'ouverture du Festival de Cannes. Ah, incroyable, je savais pas. Ouais. Et c'était une des premières. Et c'est vrai que je me rappelle de la projection parce que j'ai eu la chance d'y assister et qu'on était tous émus de ces 10 premières minutes que tout le monde connaît, qui nous a un peu traumatisés. Oui. Mais c'est un superbe film et on retrouve d'ailleurs dans nos parcs aujourd'hui. Bah ouais, complètement. Et je trouve que le parallèle, il est assez beau finalement avec ton parcours, tu vois. Parce que ce film, il nous rappelle qu'il ne faut pas attendre que les aventures viennent à nous,
mais les saisir et les vivre pleinement. Et je me doute quand même qu'en 17 ans, tu as de Disneyland Paris, j'imagine que tu en as vécu quand même des aventures. Donc Jonathan, merci beaucoup d'être avec moi pour cet after work. Avec plaisir, Lorena. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, mais moi aussi, et puis de montrer l'envers du décor, de là où tu travailles. Je pense que les gens sont très curieux, tu vois, de cette manière générale. Ouais, avec plaisir de partager tout ça. Enfin, autant que faire se peut, tout en protégeant la magie, bien sûr. Mais il y a tellement de belles histoires à raconter, que celles que vous voyez sur les parcs, mais également en coulisses, avec tous ces profils qu'on a. Donc, c'est top. Et attends, je l'ai déjà empoché sur des questions bien précises, mais finalement, j'en ai une, et c'est quand même la question d'ouvert. Là, on est un afterwork, tu as choisi un lieu. Pourquoi tu as choisi ce lieu? Raconte-nous où est-ce qu'on est. Alors, en afterwork, moi, généralement, avec mon équipe, j'aime bien sortir hors les murs. Donc, je voulais pas te faire venir à Disneyland Paris, même si tu viendras découvrir la Reine des Neiges. Mais en fait, donc, comme on est tous les deux à Paris, j'ai choisi la place Dauphine. Alors, pourquoi la place Dauphine? Parce qu'en fait, il s'agit d'un des lieux sur lesquels les équipes de Pixar, à l'époque, étaient venues en repérage pour s'inspirer et construire les quartiers de Ratatouille. Ok, le film Ratatouille. Ouais. Et du coup, moi, Ratatouille, j'ai rien de spécial avec ce film. Et du coup, plus tard, l'attraction, parce que durant ma carrière à Disneyland Paris, j'ai eu l'honneur d'être ambassadeur. Donc, on en reparlera peut-être après. Et j'ai pu inaugurer notamment cette attraction en 2014. Et du coup, j'ai toujours un lien affectif avec cet univers-là. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, ce soir, sur la place Dauphine. Mais c'est vraiment super. Justement, quand moi je suis arrivée, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, ok, c'est pas le quartier de la Reine des Neiges, c'est pas très nordique, mais c'est vraiment très parisien. Et donc, très Ratatouille. Même s'il y a un terrain de pétanque, donc ça fait un peu Ratatouille du Sud, hein, peut-être. Pas la bouillabaisse, pas la suite du film. C'est ça. Mais ce qui est bien avec Disney, c'est qu'on voyage, clairement. Hein, donc, écoute, Jonathan, moi, il y a un truc, je suis quand même assez jalouse. Alors, pas juste parce que tu travailles chez Disneyland Paris, tu vois, mais je suis jalouse parce qu'à chaque fois que tu mets un post sur LinkedIn, ça génère énormément de likes, de commentaires, et on sent quand même qu'il y a une love brand, tu vois, derrière tout ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, tu vas travailler pour une love brand? Tu le disais, toi, en intro, tu vois qu'on a tous un lien avec cette marque Disney. On a tous un souvenir qui est lié avec soit un film, soit la première visite dans un des parcs. Et qu'est-ce que ça fait de travailler? Moi, j'ai commencé ma carrière Disney parce que j'aimais la marque. J'ai grandi avec La Belle et la Bête, Dumbo, les cassettes vidéo, etc. Et les premières visites au parc m'avaient enchanté quand j'étais garçon, quand j'étais petit. Et du coup, quand je suis rentré dans ma carrière professionnelle, je voulais retrouver aussi cette appeal, cet affect qui peut t'attacher à une entreprise. Parce que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Donc moi, je suis très fier de travailler pour Disney. C'est un cadre magique, avec ça reste une entreprise, mais c'est un environnement assez magique de par la marque qui est Love Brand, mais également par les gens qui y habitent, entre guillemets. On a vraiment des membres de la troupe qui viennent du monde entier. Pour moi, c'est un cadre assez unique. Donc ça se ressent vraiment de l'intérieur, tu vois, tout ça aussi. Hein. Oui. Ouais, ça se ressent et c'est qu'il y a une culture d'entreprise très forte. Tu le disais, le père fondateur reste encore très présent parce que les valeurs sur lesquelles lui a construit cette entreprise et cet univers perdurent aujourd'hui. Que ce soit dans ce qu'on transmet lors des journées de tradition, c'est-à-dire des premières journées pour accueillir nos employés. Nos name tags, ça peut être anodin, c'est le petit badge avec nos prénoms. Ça permet vraiment de créer un contact avec des collègues qui viennent d'arriver ou des collègues qu'on n'a pas eu depuis longtemps. On s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. Et c'est vrai que tout ça joue en fait à cette ambiance assez unique. Ouais, et tout le monde a un badge. Tout le monde a un badge. Même toi, par exemple, t'en as un. J'en ai un. Travailles dans les bureaux. On a un badge et en plus de ça, au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans et puis ainsi de suite, on a des petits pins qui se rajoutent au badge pour te dire depuis quand tu es dans l'entreprise en fait. Et pareil, voilà, c'est des icebreakers. Mais c'est ça. Et en fait, ça paraît tout bête. C'est juste un badge, tu vois. Mais ça montre vraiment un sentiment d'appartenance et que tout le monde est considéré de la même manière, que tu sois finalement dans le parc, dans les bureaux, dans les coulisses. Enfin, voilà. Je trouve ça. C'est le même badge, Ouais, c'est ça. En fait, finalement, un symbole assez fort, mine de rien. C'est pas pour rien, tu sais, que nous, ce badge-là, il a une forme assez iconique pour nous et on a pris cette silhouette, c'est pour un peu le branding de notre cast life. En fait, la cast life, c'est tout ce qui touche à la vie de nos employés en coulisses ou à côté de leur travail. Et du coup, voilà, le symbole de ça, c'est ce name tag, c'est ce petit badge. Et justement, vous êtes combien de collaborateurs? On est 19 000, ce qui est assez énorme. On est parmi les premiers employeurs mono-sites là en France, parce que c'est sur un seul site, tu vois, c'est sur la Marne-la-Vallée. Et ça représente plus de 20 nationalités,
plusieurs langues parlées. On a la chance là, récemment avec l'ouverture de la Reine des Neiges, on a plus de 1000 collaborateurs qui nous ont rejoints. On est plus proche des 20 000 maintenant que de 19 000. Et donc ça représente une richesse énorme, des profils tellement variés et des cultures qui se mélangent. Et pour nous, dans mon métier à moi et avec mon équipe, c'est super intéressant parce que ça représente des challenges, mais ça représente aussi une opportunité tellement belle de raconter autant d'histoires et comment on fait en sorte qu'elles soient entendues, écoutées, et que ça inspire les gens. Ouais, en fait, il y a vraiment la diversité, c'est une vraie valeur, tu vois, dans l'entreprise et qui se ressent justement dans les collaborateurs et ce qu'ils ont à apporter, tu vois. Et justement, tu as parlé de la Reine des Neiges, là. Oui. Donc, parce que quand même, il s'est passé un truc de fou, là, dernièrement. Donc, nouvelle extension, comment t'appelles ça? Enfin, Eh ben, écoute, faut qu'on en parle, du coup, la Reine des Neiges, parce qu'en fait, c'est un moment historique pour Disneyland Paris. En fait, c'est la transformation, enfin, l'expansion la plus ambitieuse qu'on a eue depuis l'ouverture pour nous. Donc, c'est le parc Walt Disney Studios qui est devenu le 29 mars dernier Disney Adventure World. Okay. Pourquoi? Parce qu'on y a ouvert toute une zone aimée sur la Reine des Neiges, qui comprend une attraction, un restaurant, une boutique, des rencontres avec des personnages, un spectacle sur l'eau. Mais en plus de ça, le parc accueille un nouveau lac qui est maintenant le centre, le cœur du parc sur lequel on fait un spectacle nocturne avec des drones. Il y a également un nouveau restaurant service à table, toute une zone autour du lac, justement aménagée avec des jardins, etc. Et tout ça, en fait, a doublé la superficie du parc depuis qu'on l'a annoncé en 2018, parce qu'on a eu Avengers Campus, on a eu World of Pixar, on a eu des nouveaux spectacles. Et en fait, le 29 mars dernier, c'est un peu la culmination de tout ça, de ce nouveau chapitre avec la Reine des Neiges, qui était très attendu et qui a enfin ouvert. Ouais, j'imagine. C'est combien de temps de préparation, en fait, tout ça, en termes... moi, je me rappelle encore, j'étais là déjà, en 2018, en février 2018. C'est Bob Iger, qui est notre ancien PDG de la Walt Disney Company, avait annoncé ce plan d'investissement, plusieurs milliards d'euros, dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'époque. Et donc, du coup, c'est en 2018. Donc, le calcul, c'est 8 ans après. Et ben, ça se concrétise, quoi. C'est des chantiers pharaoniques, des recherches créatives, des choses comme ça, des centaines de métiers, de talents qui ont été impliqués là-dessus. Et c'est vrai que c'était émouvant, le 29 mars, parce que l'ouverture à nos visiteurs, c'était assez symbolique, il y avait une haie d'honneur avec tous les employés de l'extension, mais aussi les gens qui ont participé à la création du projet, la construction, à l'imagination. Les Imagineers, ils étaient tous là, en atelier de chantier. Et c'est vrai que cette image était assez forte. Moi, je me rappellerai souvent, parce que c'est des histoires c'est des moments qui restent, quoi, symboliques. Et justement, tu as parlé de tous les métiers, tu vois, aussi, qui étaient présents dans cette haie d'honneur. Et parce qu'en fait, Disneyland Paris, c'est ça, c'est aussi énormément de métiers complètement différents. Hein, et c'est ça la richesse, j'imagine, et peut-être aussi de donner vie à des métiers insoupçonnés, en fait. Tout à fait. Je crois qu'on a plus de 500 métiers différents qui se côtoient sur le site de Disneyland Paris. Que ce soit, on commence par opérateur, animateur d'attraction, on a des chefs en cuisine, on a des métiers d'art aussi qui sont dans nos ateliers centraux, qui en fait, parce que souvent on a l'image de Disneyland Paris comme carton-pâte et ça, mais pas du tout. On a vraiment des maîtres vitriers, des peintres en feuille d'or. Tout ça, c'est des métiers qui se transmettent encore à Disneyland Paris, parce que dans l'apprentissage, les alternants, etc. Et on a la chance d'avoir ce vivier en fait de métiers qui se perpétuent en fait sur notre costume. Les jardiniers qui font un travail incroyable. Quand vous venez au parc, vous voyez au fil des saisons, on a des massifs de fleurs impressionnants. C'est vraiment l'héritage de le nôtre qui se retrouve avec la touche de poussière d'étoiles à Disneyland Paris. Donc ouais, c'est une diversité de métiers, diversité de talents. Et c'est vrai que c'est autant de diversité à nous en fait approprier en termes de communication, parce que ça ne reste pas de la même manière à quelqu'un qui bosse dans les métiers d'art, à quelqu'un qui sera plus dans les bureaux, dans la critique, des choses comme ça. Il y a tous ces métiers aussi. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et du coup, tu vois, avec cette nouveauté, le changement de nom du parc, l'extension avec le Royaume de la Reine des Neiges, comment ça s'est géré en interne? Parce que j'imagine qu'il y avait peut-être un sujet de confidentialité aussi. Bien sûr. Mais du coup, comment t'embarques, tu vois, les collaborateurs là-dedans? En fait, nous, là, on avait un énorme plan d'engagement qui était destiné à nos collaborateurs avec mon équipe qu'on a travaillé depuis plus d'un an, et en fait qui s'est mis, en fait, nous, c'était le 24 novembre 2025, c'est la date où en fait on a fait le grand reveal. C'est là où en fait la fonctionnalité s'est un peu levée. Et nous, en fait, pour les embarquer directement, on a déjà empower, c'est-à-dire qu'on a développé des toolkits d'advocacy pour que eux puissent partager aussi les nouvelles, partager leur excitement, parce que ils attendaient ça depuis tellement longtemps aussi, cette date vers laquelle on allait tous naviguer. Et donc, du coup, c'est comment on les stimule. En fait, nous, le 24 novembre, au-delà de ces outils, de ces outils qu'on leur donnait,
on a créé vraiment un événement en présentiel. Donc, dans un grand dôme à Disney Village, on a recréé, en fait, une évocation du parc qui allait venir, donc la Reine des Neiges, Adventure Way, Adventure Bay, avec des expériences, des corners, product knowledge, donc pour les informer. Parce qu'on a eu 26 nouvelles expériences qui allaient ouvrir. Donc, pour nos collaborateurs, c'était important qu'ils se familiarisent avec ça. Et nous, on a choisi cette voie un peu immersive, expérientielle, plutôt que des présentations ou juste des documents qu'on leur donnerait. C'est de leur permettre de le vivre et de pouvoir ressentir des émotions, même 6 mois avant l'ouverture, afin qu'ils puissent le partager. Alors, partager à nos visiteurs, dans leur cadre de leur travail, mais aussi partager leur excitement dans leur entourage, sur les réseaux, en tant qu'ambassadeur. Je trouve que l'événement était magnifique parce que on voyait que les gens touchaient, regardaient, discutaient entre eux. Il y avait des extraits de spectacle, un véhicule de l'attraction qui était exposé ou sur lequel ils pouvaient monter. Tout ça fait en sorte, et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on a pu travailler main dans la main avec les équipes presse, marketing, pour pas avoir d'embargo. C'est-à-dire que les employés qui assistaient à cet événement étaient libres de tout capturer et de tout partager par la suite. Parce que nous, on voulait aussi leur donner ce pouvoir d'amplification et de partager leurs émotions. Parce que du coup, pour que je comprenne bien, cet événement-là, il était ciblé quand même tout collaborateur ou juste tout collaborateur? Ouais, c'était important pour nous, en fait, parce que évidemment, ceux qui allaient travailler dans la Reine des Neiges ou dans cette extension allaient vraiment être au cœur, tu vois, des communications, des choses comme ça. Mais nous, c'est important à Disneyland Paris, c'est d'embarquer tout le monde. On veut que tout le monde se sente impliqué, concerné par cette célébration, parce que c'est, comme je te l'ai dit, c'est un événement historique pour l'entreprise. Et on veut que tout le monde soit partie prenante de la fête. Et nous, cet événement, en novembre, c'était aussi un moyen de les embarquer officiellement et de dire, voilà, vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. Que vous travaillez dans les bureaux, sur scène, dans le parc Disneyland, au Disney Village, dans les hôtels. Et tout le monde, vous allez contribuer au succès à venir de cette extension. Ouais, et mine de rien, en fait, grâce à eux, en fait, c'est du teasing en externe. J'imagine. Voilà, ils l'ont mis sur leur réseau. Bah ouais, moi le premier. Oui, bah, j'imagine. Et ça sert à ça. En fait, ça vous montrez votre marque et je pense que les gens qui suivent les collaborateurs, ils ont l'impression presque de vivre un truc aussi avant-première qu'eux. Tout à fait. Et tu vois, tu parlais de confidentialité tout à l'heure. On a encore et on le voit quand on met en place cet événement ou plus largement nos activations d'advocacy, c'est qu'on a encore des cast members qui sont un peu réticents ou alors qui ont peur de mal faire en partageant les choses. Parce que c'est tellement ancré dans une culture, dans l'entreprise, et c'est normal, hein, on a beaucoup de choses à protéger, des secrets, etc. Donc quand tu leur ouvres un peu les vannes, certains sont un peu décontenancés. Donc c'est à nous aussi de renforcer ce message, de leur dire, c'est ok, voilà, vous êtes excités, vous êtes fiers, partagez-le, il n'y a pas de souci, tu vois, mais dans le cadre de ce qu'on peut mettre en place. Ah, bien sûr. Avant, tu as dit un mot que j'aimerais bien quand même que tu donnes une définition au cas où, mais c'est le mot employé advocacy. Oui. Est-ce que tu veux bien définir l'employé advocacy. Et en plus vision peut-être Disney, etc. Ouais. Bah voilà, pour moi l'employé advocacy, c'est comment en fait on peut outiller ou encourager nos équipes, nos employés à parler, tu vois, à s'exprimer à propos de leur entreprise, de leur expérience, des choses que nous on va ouvrir, des produits, des expériences, et de leur permettre en fait de utiliser leur voix, parce qu'en fait depuis quelques années maintenant. C'est pareil, la première fois qu'on s'est vu, c'était il y a 5 ans, je pense. Donc, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais on voit que, voilà, l'advocacy, pour moi, la définition, c'est comment donne la parole à une certaine population. Là, en l'occurrence, c'est nos employés, mais leur donner la parole parce que leur parole est pas lue. Elle est écoutée, elle est authentique, elle est sincère. Et c'est comment on encourage, justement, ce type de paroles à s'ouvrir. Et on est passé, depuis 5 ans, on est passé par beaucoup de challenges, etc. Mais on a vu que les résultats étaient là, que les employés sont fiers de le faire. Et donc, on a tout ce vivier de talent qui est engagé, qui adore partager les choses. Et elle se dit, pourquoi on leur met des variables? On les a ouverts. Tout en respectant quand même un cadre. Et c'est important parce que on pourra en parler, mais c'est un équilibre à trouver, en fait, dans Ouais, j'imagine. Mais tu dis un truc intéressant, c'est la confiance, en fait. Et, il y avait une étude, c'était de Epoca et de Harris Interactive de mémoire, mais il faudrait que je retrouve exactement, mais qui disait que 72% en fait des Français font plus confiance dans la parole des collaborateurs que dans la parole institutionnelle des marques quand la marque prend la parole. Et donc là, j'imagine que c'est vrai, tu vois, moi par exemple, et pour un dernier exemple très concret, tu vois, en plus avec mon frère, qui aujourd'hui a 22 ans, mais c'est quand il était un peu plus jeune, il voulait voir s'il pouvait travailler, voilà, l'été à Disneyland Paris. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il suit quelqu'un de Disneyland Paris. Et du coup, il lui a juste posé des questions sur Insta ou je sais plus sur quelle plateforme, tu vois. Et parce que pour lui, c'était
une porte d'entrée facile, authentique et un peu où il se disait je peux avoir confiance quelqu'un qui est jeune en plus, voilà, et qui a un peu le même parcours, qui cherche un job étudiant et voilà quoi. Donc je pense sincèrement que la parole des collaborateurs apporte plus de confiance. Tout à fait. Et c'est un bon exemple parce que parmi dans la réflexion qu'on s'était dit à l'époque, c'est en quoi nos employés vont pouvoir être utiles. Tu vois, justement, il y a des futurs consommateurs qui cherchent des conseils pour venir au parc, le meilleur jour, les conseils de visite. Mais il y a aussi des futurs candidats qui se disent, en fait, qui de mieux écouter que les employés qui y travaillent en ce moment. Donc, évidemment, c'est complémentaire à nos publications officielles ou à nos canaux officiels. Et je trouve que, c'est les deux sont parfaitement en symbiose. Et je trouve que, comme tu dis, ça apporte un côté vraiment authentique. L'expérience, c'est vraiment un retour d'expérience du terrain, quoi. Exactement. Et du coup, tu parlais de cadre. Il fallait quand même un cadre. C'est quoi le cadre qui est que vous mettez en place pour justement que ça se passe bien, pour que le collaborateur se sente certainement à l'aise aussi à prendre la parole, qu'il se sente accompagné. Tu vois, par exemple, tu donnais des exemples pour l'extension, le nouveau royaume de la Reine des Neiges, avec les outils que vous avez pu leur donner, des kits, des choses comme ça. Mais de manière générale, comment vous les accompagnez? De manière générale, tu vois, c'est un shift culturel aussi. Évidemment, le gros item, c'est la confidentialité, mais c'est la magie. Donc, derrière la magie, il y a des choses à protéger. À l'époque, un exemple, à l'époque, aucune photo n'était autorisée en coulisses. Nous, ce qu'on voulait, c'est quand même encourager les gens à partager leur excitement. Quand ils arrivent le premier jour, ils mettent leur costume, ils portent leur name tag. Et tu veux immortaliser ça, c'est normal. Aujourd'hui, tu veux le partager. Et à l'époque, vous n'avez pas le droit de le faire, mais ils le faisaient quand même. Ils le faisaient dans le miroir des vestiaires. Donc, c'est pas quali. Donc, un des items qu'on a mis, c'était de mettre en place une nouvelle règle. Se dire, en coulisses, on reste interdit aux photos parce qu'il faut protéger la magie. Par contre, si vous avez envie de partager des choses comme ça, on a mis en place ce qu'on appelle des selfie spots, devant lesquels vous pouvez vous prendre en photo et partager votre premier jour ou d'autres événements en équipe. Dans les initiatives qu'on a mis récemment en place, une update de notre guide des réseaux sociaux, parce qu'on a un guide qui est à destination de tous les cast members, dans lequel ils peuvent retrouver des best practices, des tips, des do's and don'ts. Mais par contre, là, dans la mise à jour, on est parti plus sur un côté en mode do's and don'ts. On est plus dans le mode encouragement, mais en gardant en tête des choses. Le motto qu'on a sorti, c'était partager la magie et protéger ses secrets, quelque chose comme ça. Il y a ce côté un peu responsabilité, mais de se dire it's okay, faites-le mais par contre, ayez en tête quelques règles importantes. Ouais, bien sûr. Du coup, ça les intègre complètement aussi dans le fait de protéger. En fait, je trouve que c'est un bon terme, tu vois, de protéger la magie. Et je pense que eux aussi peuvent se mettre à la place justement des consommateurs. Donc c'est dommage de dévoiler la magie justement. Et là, on parle des personnes qui prennent la parole, tu vois, sur les réseaux sociaux. Enfin, tout le monde peut être invité à prendre la parole. C'est un guide pour tout le monde là. C'est un guide pour tout le monde. Mais après, vous avez aussi donc des réseaux d'ambassadeurs. Tu gères des réseaux d'ambassadeurs. Alors, on a les buzz members. Les buzz members, Les buzz members, ce sont des cast members comme tout le monde, sauf que la différence, c'est qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, mais naturellement. Ils ont parfois, pour certains, des grosses communautés de following. Et donc, nous, on propose à ce type de profil, en fait, un accès à Buzz Member, qui est une plateforme, en fait, sur laquelle on pousse du contenu, on leur donne du contenu spécial. On organise des workshops aussi pour eux, pour créer du contenu sur des nouveaux produits, des nouvelles expériences, des nouveaux spectacles. On les invite à certains événements qui sont dédiés à la presse. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils font vraiment sur leur temps libre. Tu vois, c'est pas quelque chose qui rentre dans leur mission, dans leur job description. C'est un moyen pour nous de valoriser ce qu'ils font. Il y a certains profils, c'est super. Après, ils font des contenus. Moi, je les suis avec attention, par plaisir, pas parce que c'est bon, c'est le métier. Et du coup, c'est un moyen pour nous de les valoriser, qu'ils se sentent entendus et appliqués aussi dans ce qu'on peut faire. En fait, on fait des vagues d'inscriptions chaque année. Et les gens viennent communiquer leur intérêt. Ce sont nos buzz members et qui sont une belle communauté. Et du coup, en fait, c'est un réseau qui grossit, qui fait que de grossir, ou des fois, il y a un turnover, c'est-à-dire vous dites non, on a atteint un maximum, et là... Non, alors là, on est dans une direction, on est plutôt dans le growth. Par contre, on a un suivi, en fait, des profils. Tous les ans, ils vont devoir remanifester leur intérêt. Et ils sont toujours actifs, etc. Mais on est plus dans le mode, parce qu'on a beaucoup d'arrivées, des gens qui sont vraiment très passionnés, etc. Donc, on s'est dit, on est plus dans le développement plutôt que dans le turnover. Et là, ils sont combien dans ce réseau? Là, on est 150. 150, ok. Ça n'a jamais trop créé de jalousie, tu vois, par exemple, avec d'autres personnes qui font pas partie de ce réseau et qui sont peut-être pas invitées à des événements? Non, on fait attention à ça parce que c'est pas non plus, c'est pas un club fermé. C'est un club qui est ouvert à tout le monde peut le rejoindre. Mais je pense que dans notre communication, le très clair que sur les buzz members, c'est vraiment pour valoriser l'engagement sur les réseaux sociaux.
Donc c'est naturel que si toi t'es pas actif sur les réseaux sociaux, tu vas pas te sentir lésé si tu es pas dans les buzz members. Moi je pense que le plus c'est vrai un vrai bonus, comme je dis, c'est sur le temps libre, les activations que tu peux proposer. Donc ça montre voilà, ça témoigne d'engagement, et je pense que ça aussi ça joue dans le côté pas de jalousie, parce que c'est un club qui n'est pas fermé. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous valorisez clairement l'engagement là complètement. Et par contre, il y a quelque chose, tu vois, de très particulier quand même chez Disneyland Paris, et c'est un autre type d'ambassadorat. Ah oui, les ambassadeurs. Les ambassadeurs avec un grand A, tu Oui. vois. Ça, c'est vrai. Et ça, il y a que à Disneyland Il n'y a Paris. que à Disneyland Paris, et c'est vrai que c'est une tradition qui remonte à Walt Disney. Je parlais de notre père fondateur, c'est lui qui l'a initié en 1965. C'était 10 ans, en fait, après l'ouverture de Disneyland en Californie. C'est la sortie de Mary Poppins, préparée l'exposition universelle de New York. Il avait un agenda surchargé, donc du coup, il s'est dit, en fait, je vais nommer quelqu'un pour me représenter dans les demandes médias, dans les tournées promotionnelles, etc., les interviews. Et donc, du coup, la première ambassadrice de Disneyland, c'était Julie Rain en 1965, qui travaillait dans le parc, qui était guide et qui, pendant 1 an, a représenté Walt Disney dans les demandes, maître de cérémonie, interview dans les médias, tournées promotionnelles. Et du coup, cette tradition a perduré. Tous les ans, il a nommé quelqu'un. Et une fois que les parcs ont ouvert un peu dans le monde entier, et ben chaque parc a eu son ambassadeur aussi. On renouvelle aujourd'hui tous les 2 ans, atteint un parcours de sélection, et c'est un rôle assez unique. Et on dit que c'est un ambassadeur parce que le rôle premier de nos ambassadeurs, c'est de représenter leurs collègues. Donc moi, Disneyland Paris, le but, c'est vraiment de... En fait, moi, je dis souvent, la métaphore sur les ambassadeurs, pour moi, ce sont des boules à facettes. En fait, ils vont prendre la lumière qu'ils vont avoir sur eux, naturellement, par le rôle, par l'exposition. Et leur rôle, c'est de la refléter sur les 20 000 collègues à travers des initiatives, que ce soit de formation, de contenu sur les réseaux, de mettre de service, d'événements. Et voilà, c'est vraiment la mission principale. C'est pour ça qu'on parle d'ambassadeurs aussi. Ouais. Oui, parce que du coup, il y a un compte Instagram qui s'appelle DLP Ambassadeur, si je me trompe pas, qui là est géré par, en gros, les 2 ambassadeurs de Disneyland Paris. Et mon équipe. Voilà. Et ton équipe. Et en fait, c'est vraiment soit le compte des collaborateurs de Disneyland Paris. Ouais. Enfin, ça... En fait, nous, l'angle sur ce compte Instagram de notre ambassadrice, du coup, c'est Disneyland Paris, mais à travers les yeux, à travers leurs yeux d'ambassadrice, à travers les yeux de leurs collègues aussi, qu'on met tout le temps en avant. En fait, moi, chaque publication, chaque initiative qu'on fait sur ce compte, ça a in fine pour but de valoriser une histoire, des histoires, voilà, des souvenirs marquants ou des talents, des métiers, des spécificités, des parcours, et à travers des formats. Les 2 ambassadrices qu'on a en ce moment sont très sur les trends, très créatives. Donc, elles trouvent vraiment des moyens de valoriser tout ça. Et pour nous, c'est vraiment c'est une fenêtre de valorisation. Enfin, c'est là où si on voit chaque homme, chaque femme qui sont derrière, qui vont vivre l'expérience Disneyland Paris. Et du coup, ouais, c'est bien perçu par les autres collaborateurs, en fait, ce rôle-là des 2 ambassadrices. Oui. Là, tous les 2 ans, donc il y a un parcours de sélection et on le voit, il y a beaucoup de gens face à un poste aussi qui fait rêver. C'est un poste très demandeur aussi, mais il y a des gens qui sont engagés, qui veulent le faire parce que c'est un rôle tellement unique. Tous les cast members qui ont plus d'1 an d'ancienneté, qui parlent français et anglais, peuvent postuler, peuvent entamer ce parcours, et à l'issue duquel 2 seront sélectionnés. Et ça ouvre des portes, ça ouvre la vision en fait qu'un employé peut avoir l'entreprise. Pendant 2 ans, ils vont pouvoir animer des projets, ouvrir des attractions, faire des événements, donner des formations, des visites guidées, accueillir des gens, faire des journées d'immersion dans plein de métiers différents. Et tout ça, ça ouvre des perspectives et une vision un peu aussi stratégique plus globale aussi de l'entreprise. Et c'est assez unique dans ce sens-là. Ouais. Et là, les ambassadrices, c'est 2 nouvelles ambassadrices, tu vois, depuis janvier. Depuis janvier, ouais. Oui, comment ça se passe? Super. Ouais. Elles sont quand même super bien tombées parce qu'elles sont tombées sur un moment historique pour l'entreprise. Et ça se passe très bien. Elles ont été sélectionnées du coup fin septembre. Ça a travers un parcours qui a duré entre 1 mois, 1 mois et demi, entre tout, entre le dossier et les étapes. Et on a eu une formation en novembre avec les autres ambassadeurs du monde entier en Floride. Et elles ont pris leur poste officiellement en janvier après les 3 mois d'accompagnement avec l'ancienne équipe. Dylan aussi. Oui, qui est en fait une sorte de transition finalement, une passation de poste presque. Ouais. On te donne le flambeau. Exactement. Pour 3 mois pour vraiment se faire au rôle, apprendre tout. Il y a tellement de choses à apprendre et à se développer que c'est pas trop. Ouais, j'imagine. Et toi, tu l'étais? C'est ça, hein? J'étais, oui, en 2013-14. Ouais. Et mais tu étais tout seul? Non, j'étais avec quelqu'un. C'était déjà un binôme. L'ambassadeur était seul jusqu'en 2007. D'accord. À Paris. Après, c'est devenu une équipe parce que le rôle s'est développé et la destination aussi. Et oui, moi, je l'ai été en 2013-2014 et c'est vrai, c'était 2 belles années.
similaire, mais aussi très différent du rôle d'aujourd'hui, notamment avec l'évolution des réseaux sociaux. Mais le cœur de la mission reste la même, c'est vraiment de valoriser nos collègues à travers toutes les initiatives, toutes les idées qu'on peut mettre en place. Nous, à l'époque, on avait la chance d'ouvrir Ratatouille, qui est un projet aussi d'envergure, avec plein de métiers différents, un impact sur les communautés locales, environnantes et sur Paris aussi. Donc c'est assez unique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup développé sur les réseaux naturellement. Bien sûr. C'est vraiment un canal naturel pour valoriser les casques, mais aussi connecter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nos employés, on a des canaux internes, des applis, etc. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont naturellement? C'est sur les réseaux. Moi, ce compte Instagram nous permet de garder ce lien aussi avec les collaborateurs. Oui, en fait, finalement, vous allez là où ils sont. Exactement. Et je trouve que ça fait le lien, tu vois, parce que je me demandais aussi, si employé advocacy et comme interne, en fait, tu gères les deux. D'accord, oui. Mon preuve, c'est la communication interne et l'advocacy. Ouais. Ah, ok. Et tu vois quel est le lien, toi, entre les deux, justement? Moi, le lien il est assez naturel parce qu'en fait, nous, communication interne pure, c'est de la communication descendante. C'est comment on fait en sorte que les messages, les informations, les valeurs de l'entreprise soient distribuées et soient appropriées par nos collaborateurs de la meilleur moyen possible. Et l'advocacy, c'est un peu l'inverse, c'est de se dire quoi que ces messages-là, qu'ils soient appropriés et que leur expérience en tant que collaborateur, ils la vivent, etc. C'est comment on fait en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer s'ils le veulent là-dedans et comment on les arme, on les empower à le faire. Et pour moi, il y a le lien est assez évident parce que les messages, les valeurs, etc., ça reste commun. Les deux équipes sont intégrées. Tous les sujets qu'on traite, etc., on dit toujours est-ce qu'il y a un pan advocacy derrière? Est-ce que les employés ont un rôle à jouer là-dedans? Tu vois, sur des thématiques CSR, sur l'engagement, quand nos employés participent à des événements volunteers, c'est des événements où ils donnent de leur temps pour accompagner des enfants ou des personnes qui ont besoin de joie, etc. Ils se sont dit, est-ce qu'on leur donne aussi cette opportunité de partager les émotions qu'ils ressentent, etc. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là, pour moi, elle est commune et c'est pour ça que c'est très pénible. Ouais. Et en fait, tu descends de Paris, est-ce que vous sentez que la com interne, ça peut être la dernière roue du carrosse? Parce que moi, c'est souvent ce que j'entends dans d'autres entreprises, là où moi j'ai pu aller, ou dans d'autres avec qui j'échange, c'est que on va solliciter la com interne un peu presque au dernier moment. Parce que le projet, en gros, il est déjà lancé, on a réfléchi, on a plus pensé à la com externe, etc. Je vois, mais l'interne, on l'intègre des fois à la sauce. Je pense que c'est ça au sérieux. En fait, là, depuis 5 ans, je trouve qu'avec l'équipe, mon équipe qui est super parce qu'en fait, ils sont engagés, ils sont résilients, etc. Je pense qu'on a trouvé la place, on a pu prouver que nos employés sont une population aussi importante que des journalistes, que des célébrités, que des consommateurs. Et donc du coup, on est intégré assez tôt en fait dans nos plans, en fait, nos ICP. On appelle nos plans intégrés de communication à travers chaque division. Et les cast members apparaissent toujours sur ces plans-là dès le début. C'est pour ça que nous, en fait, on s'est dit en cap, c'est nous, le cast members, ils doivent être informés à minima en même temps que les autres publics. Mais sinon, c'est en premier. Ils doivent avoir la primeur de l'info, de des choses qui les concernent. Et qui découvre pas ça dans la presse ou autre, quoi. Exactement. Et ce qui peut arriver, parce que aujourd'hui, on le voit dans plusieurs entreprises, dans plusieurs industries, il y a des fuites et des leaks. Mais nous, de tout qu'on peut contrôler, les cast members sont notre cible prioritaire et ils doivent être informés. Ouais. Du coup, je vais te donner un exemple et je vais voir si ça te fait écho sur des choses que tu as pu connaître ou vivre. Mais tu vois, ça date un petit peu, c'était en 2018, j'avais géré un projet qui était le changement de la gamme tarifaire au sein de la SNCF. Oui. Donc, gros projet, beaucoup de confidentialité. Faut former tous les collaborateurs dans le changement de la gamme, mais en même temps, faut pas que ça fuite, pour la concurrence, s'ils s'alignent. Gros sujet de confidentialité. Et à un moment donné, il y a un article du Parisien qui sort avec un journaliste qui dit les collaborateurs ne sont pas formés, on ne les forme pas, une source sûre nous dit ça, etc. Ce qui était, comment nous on a réagi en interne et qui était vraiment plutôt bien, c'est qu'on avait un réseau d'ambassadeurs à ce moment-là qui était dédié au projet. Et en fait, ils ont vraiment eux pris la parole parce que ils ont défendu, mais parce que ils étaient au cœur des formations. C'est eux qui faisaient la formation aussi. Et ils ont dit non mais c'est injuste. Même ils y ont pris, c'est injuste. Et ça, c'est une grande force. Et je sais pas si vous avez déjà eu un peu des moments sensibles à gérer où les ambassadeurs ou les cast members ont pu aider. Oui, je vois ce que tu veux dire. Souvent, nous on le voit sur les réseaux, on voit. Nous en fait, une des guidelines, c'est qu'on dit en cas de doute.
Et si vous êtes interpellé, vous pouvez des choses sur les réseaux sociaux, il faut les remonter à la communication, si vous avez un doute, etc. Ne parlez pas de mon entreprise, parce que ça, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas, tu vois, qui s'expose. Mais on voit souvent que nos employés peuvent défendre ou rétablir des vérités ou des faits quand on voit des publications ou des titres qui sont pas forcément, qui en fait pas forcément la réalité. Souvent, un peu le marronnier qu'on voit souvent, c'est quand on voit les titres dire Disney ouvre un nouveau parc pour la Reine des Neiges. C'est pas un nouveau parc, c'est une partie du parc. Oui. Voilà, c'est ce genre d'exemple un peu utile, mais qui a son importance, tu vois. Ouais, bah bien sûr. Ouais, ils protègent ça aussi, tu vois, c'est ça. Écoute, on arrive presque à la fin, tu vois, déjà. Mais oui, à chaque fois, je me dis, bon, il faudrait quand même que je fasse d'autres des V2, je sais pas, une deuxième édition pour chaque épisode. Mais du coup, je me demandais, c'était quoi la suite la suite. Voilà, la suite des aventures côté Disneyland Paris, tu vois, parce qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. Bien sûr. Donc là, oui, c'était une séquence très riche. On a eu la Reine des Neiges avec beaucoup d'événements pour nos employés. Et nous, la prochaine aventure pour mon équipe, c'est de réfléchir déjà au 35e anniversaire qui arrive l'année prochaine, qui sera un moment très fédérateur, toujours ces engagements pour nos cadres très importants, très symbolique. Et au-delà de ça, quelques années après, on va travailler déjà sur le Roi Lion, qui est déjà en construction. Il y a déjà une date qui est annoncée? Pas de date encore annoncée. Prochainement, je pense, mais en tout cas, on va s'y atteler très prochainement parce que ça va être une attraction qui est unique au monde. C'est encore un sentiment de fierté décuplé. Ah bah oui. Et c'est tellement une franchise adorée du monde entier, de tous les âges, qu'il y a des belles choses à faire. Ah bah oui, c'est justement incroyable. Ça fait revivre vraiment le dessin animé qu'on a tous connu, quoi, et qu'on connaît encore, même les plus jeunes. Hein. Quand je vois la longévité du show à Mogador, oui. Je trouve et au début, enfin, je me rappelle à l'époque, 2006-2007, je crois, le lancement de ce show, personne parlait sur des comédies musicales de type anglo-saxon à Paris. Et puis là, on y est en 2026. Ouais. Tous les ans, il est là et j'adore. Ouais, complètement. Mais vous avez fait aussi un spectacle, vous. Il est super, toujours. Il est vraiment très peur. Il y a même plusieurs spectacles durant la mais là, il y a le dernier est vraiment incroyable. Les talents qui chantent là-dessus en live, c'est sublime. Et le public adore. Et moi aussi, dès que j'ai l'opportunité, j'y reviens. J'emmène des gens là-bas. C'est incroyable. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup aux attractions, tu vois, quand on parle de Disneyland Paris, mais en vrai, il y a surtout tous les spectacles qui sont s'encourage à aller voir les spectacles. Je trouve que on a un niveau de spectacle à Disneyland Paris comparé au reste du monde qui est incroyable. Mickey le magicien, Disneyland Adventure World est incroyable. C'est New Broadway, il y a des claquettes, il y a des danseurs, du chant live. En fait, il faut le dire parce que la majorité des spectacles sont chantés en live. Ça, c'est incroyable. Le show Pixar est inventif, créatif au possible. Le Roi Lion, comme on l'a évoqué, et puis les spectacles nocturnes, incroyable. Oui, complètement. Je vais aller voir le dernier là sur le lac. Donc ça veut dire qu'il y a 2 spectacles nocturnes, c'est ça? Maintenant, il y a 2 spectacles nocturnes tous les soirs, un dans chaque. Ah ouais, incroyable. Ouais. Moi, il y avait un spectacle qui m'avait marqué, mais c'était il y a peut-être 2 ans. C'était avec Alice au Pays des Merveilles. Ah, et ben. Incroyable, il revient l'année prochaine. Ah ouais, il était trop bien avec tout ce qu'il y avait, les acrobates, le BMX. Les BMX, les chants live, rock. Trop bien. Pop rock, et c'était tellement disruptif, mais dans le bon sens. Moi, j'ai adoré la psychédélie qui sortait de ce spectacle. C'était fou. Ouais, complètement. Et du coup, on vient d'annoncer, ça revient l'année prochaine. Ah, bah, trop bien. Bah, je suis très contente, alors. Bon, bah, sur ce, moi, ça me donne envie d'y retourner. Tu vois, du coup. On va y aller, hein. On fait un after-work là-bas la prochaine fois? Exactement. Ok. On fait ça. Moi, je retiens. Rendez-vous est prise. Merci beaucoup, Jonathan. Avec plaisir. À bientôt. C'était les Afterwork de Lorena, le podcast qui vous accompagne en sortant du boulot. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être averti des prochains épisodes. À bientôt!